Bonjour et bienvenue dans notre émission Hommes et femmes à part entière. Vous êtes sur GFM La Radio avec Sandra. On découvre une nouvelle émission, une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Richard Hadou qui va nous parler de regard et parole. Regard et parole et qui va nous en dire plus. Alors, dois-je dire bonjour ou bonsoir ? On commence par bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Alors, bonsoir. Alors, effectivement, je vais quand même commencer par la genèse de cette association qui a pris naissance le 7 décembre 1994. Donc, ça doit faire maintenant 26 ou 27 ans que cette association existe. Alors, dans un premier temps, d'abord, pourquoi cette association ? Parce que je suis moi-même en situation de handicap. Et donc, à cette époque, dans les années 80, je suivais des cours de théâtre avec Jean-Luc Moreau. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, dans tout l'univers que je côtoyais dans le théâtre, il y avait très, très peu de personnes en situation de handicap. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais peut-être me lancer dans la création de quelque chose. Et c'est pour cette raison que j'ai créé l'association Regard et Parole. Alors, cette association existe depuis 1994. Dans les années 80, le handicap était toujours un peu comme quelque chose de tabou. Aujourd'hui, les mentalités ont légèrement changé, mais c'est vrai que dans les années 80, le fait d'être en situation de handicap, on était caché et on n'avait pas tellement l'opportunité, surtout dans les milieux artistiques, sauf quelques exemples. Gilbert Montagnier, après ce sont que des exemples. Donc je me suis lancé d'abord j'ai suivi des cours de théâtre avec Jean-Luc Moreau, et puis après j'ai lancé donc cette association qui donnait donc des cours à des personnes en situation de handicap uniquement sur le théâtre. Et puis avec le fil du temps est arrivé dans les années 2000 Internet, et là Internet ça a été un vrai bonheur, ça a été vraiment une joie puisque nous avons été les premiers à diffuser en direct sur Internet les matchs de basket handisport de la ville de Meaux. D'accord, donc vous avez commencé par le handisport. Le handisport, mais voilà. C'était à l'époque le handibasket ou le... Oui, alors c'est toujours ce qu'on appelle le handisport. Alors pourquoi, toujours pareil, pourquoi se lancer dans une aventure ? Eh bien parce que, une fois de plus, j'avais constaté qu'il n'y avait aucune image, sauf pendant les Jeux olympiques ou paralympiques. C'est-à-dire tous les 4 ans, on avait le droit à quelques images, et c'était obsolète. Rien. Donc je me suis dit, ça serait bien. Alors donc effectivement, quand je me suis lancé à diffuser cela sur Internet, moi je suis autodidacte dans ce milieu. Et en fait, avec des briques et des brocs, on a réussi. Donc, je sais que j'avais attendu, Orange pour venir installer, parce qu'au début, c'était une ligne, c'était avec la DSL. C'est pas comme aujourd'hui, on a la 4G au central ou n'importe où on l'a. Et quand on a fait le premier direct, mais on s'est fait incendier par les internautes, parce que finalement, tout le monde pensait que nous étions Canal+. D'accord. Donc tout le monde s'est dit, ouais, super, on va pouvoir suivre le match de basket, ça va être grandiose, ça va être génial. Et puis finalement, il y avait la petite boucle qui tournait, donc il y avait des images, il y avait un peu de flux, ça tournait, donc les gens nous ont vraiment incendiés. Donc on a fait des efforts, et puis pendant à peu près 7-8 ans, on a diffusé pratiquement tous les matchs de la ville de Meaux, et puis après on a fait des Coupes d'Europe, etc. Et puis, toujours avec le temps, aujourd'hui, en 2023, eh bien, nous, depuis 5 ans maintenant, nous avons un autre objectif qui est non seulement de diffuser des événements sportifs ou culturels, etc. sur Internet, c'est de faire de la formation pour les personnes en situation de handicap. Alors pourquoi ? Toujours pareil, il y a toujours une raison finalement dans les choses que l'on met en place. C'est que pour travailler dans le monde de l'audiovisuel, et je dis bien dans l'audiovisuel, radio aussi, pour moi ça fait partie du même lot, il faut avoir un bac plus quelque chose. Quand on veut travailler sur TF1, Canal+, etc., malheureusement on ne peut pas rentrer comme ça, ou alors on a un bol, une chance incroyable. Et donc, quand on analyse les choses crûment, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas les diplômes. Donc souvent, en raison déjà de leur propre parcours, avec un handicap, on n'a pas forcément la possibilité de suivre un cursus. Et puis même si on veut suivre un cursus, est-ce que finalement la personne en situation de handicap est capable de suivre ce cursus ? Je ne le pense pas. Donc nous, en fait, on propose justement ces formations à des personnes en situation de handicap, et on leur apprend justement à manipuler une caméra, l'éclairage, et puis après on les invite également à découvrir un gros logiciel qui est Adobe Premiere Pro. Donc là, il y a Adobe Premiere Pro, il y a After Effects, il y a du Photoshop, et donc on leur apprend justement à utiliser ces outils. Mais
il faut toujours rester dans l'optique que ce sont des personnes en situation de handicap. Et nous, avec les personnes avec qui nous travaillons actuellement, ce sont des gens qui ont quand même un handicap qui n'est pas lourd, mais qui n'est pas non plus léger. Voilà. Donc, on travaille également depuis 5 ans avec des autistes Asperger. Et donc, ce sont des gens qui font un travail fabuleux. Hein. Si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont été réalisées par ces personnes. Et nous formons ces personnes. Donc, en fait, le but, c'est... On travaille sur l'humain. C'est-à-dire que je pars du principe que quelle que soit la personne que je croise, aussi bien par la vue ou par la parole, je suis toujours très intrigué de savoir finalement cette personne, ce qu'elle peut sortir d'elle-même et ce qu'elle peut donner et offrir aux autres. Voilà. Donc, c'est pour une première approche. D'accord. Bon, on va repasser peut-être à la genèse. Comme on a donné beaucoup d'informations, on va peut-être commencer par le début. Il était une fois une belle princesse. Créé en 94. Oui. À l'époque, vous avez un petit objectif, c'est de mettre en avant, en tout cas de permettre la formation. Peut-être que ce n'était pas le début, hein, mais... Oui, enfin, au début, si vous voulez, c'était justement de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de faire du théâtre. Donc c'était sur deux activités, le théâtre. Uniquement le théâtre au début. Après c'était la musique. Voilà. Au début, si vous voulez, enfin la musique, moi je suis pas du tout musicien. Enfin, j'ai joué quand j'étais jeune de la batterie, mais je me suis rendu compte que j'étais extrêmement mauvais, donc j'ai abandonné. Puisque si je vais encore plus loin, dans les années 80, moi j'ai débuté ma carrière entre guillemets professionnelle au foyer Didot, qui était au 41 rue Didot, donc dans le 14e arrondissement. Oui, je vois. Et il y avait donc ce foyer. Et donc, dans ce foyer, donc moi, j'ai côtoyé Manu Katché, Manu Dibango, avec qui j'ai joué. Alors, quand je dis j'ai joué, c'est un bien grand mot, avec qui j'ai échangé quelques moments musicaux, mais sans plus. Mais concernant cette école, c'est vrai que le théâtre est une façon aussi de se découvrir et finalement de s'apercevoir que chaque personne a des capacités, ses propres capacités, qui sont totalement différentes d'autres personnes, mais que ces personnes doivent prendre conscience qu'elles sont capables de faire quelque chose. Tout à fait. Voilà. Donc on ne va pas leur demander de courir à 100 mètres, on ne va peut-être pas leur donner de dire ou de réciter un monologue qui va faire 3 pages, mais avec leur corps, avec leur façon de faire, ils vont pouvoir exprimer quelque chose. Voilà. Et donc, à travers ça, donc, j'ai mis en place cet atelier. Donc, j'ai travaillé avec qui s'appelle un foyer d'accueil de jour qui est situé dans l'Essonne, qui s'appelle Vive Espoir. Et donc, avec ces jeunes, nous avons travaillé pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, à la suite de ces 4 années, nous avons travaillé sur un texte qui a été remanié de Molière, qui s'appelle Le bourgeois gentilhomme. Mais nous l'avons transformé en bourgeois gentilhomme. Et nous sommes donc partis pendant un été au Festival de théâtre en Avignon et ils ont joué donc cette pièce pendant 1 semaine dans un vrai théâtre. D'accord. Mais il a fallu quand même 4 années de travaux pour justement permettre en fonction des handicaps des uns et des autres de pouvoir mettre tout ça en place. Donc ce qui veut dire que la pièce a complètement été remaniée puisque effectivement il y avait Vivien qui lui ne parle absolument pas. Au niveau de son corps, il n'arrive pas non plus à s'exprimer, mais il a ce qu'on appelle une tablette vocale. Donc il a une tablette vocale et donc il tape, et après c'est la tablette qui sort le son. Voilà, le son. Alors, le son est un peu robotisé, mais ça n'est pas grave. Ça lui permettait également à lui de s'exprimer et en même temps avec son visage, il pouvait aussi exprimer des émotions. Et c'est ça le but finalement. Corporel et puis finalement exactement, le voilà. mot verbal. Quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que en tout cas, le monde actuel permet le développement des compétences. C'est-à-dire qu'avant, il était vrai que le diplôme était obligatoire. En tout cas, obligatoire même aujourd'hui, si on peut dire. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on met plus de place à la compétence. C'est-à-dire qu'une personne qui a un savoir personnel, hein, parce que les compétences, bien heureusement, ne dépendent que de soi, en tout cas, leur permettent d'accéder à des choses qu'ils n'avaient pas avant. Oui, mais parce que je pense que c'est l'apport de la technologie. C'est pour ça que moi, je suis toujours en admiration devant les chercheurs. Finalement, l'évolution de l'être humain, on la doit à des chercheurs, on la doit à des ingénieurs qui ont su trouver des moyens parce qu'ils étaient confrontés à une problématique et ils ont su trouver la solution à cette problématique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement,
Alors, peut-être qu'avec cette technologie, c'est comme toute chose, il y a du bon et puis il y a du moins bon, puis il y a du très très mauvais. Mais personnellement, moi, j'essaie toujours de trouver le bon côté, le bon côté de la chose. Oui, voilà. Mais même le juste milieu, c'est-à-dire le bon côté. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie même pas de regarder ce qui est néfaste ou pas bon, parce que finalement, on s'y perd soi-même. On y perd son âme, et puis quand on s'y perd, finalement, on se perd soi-même, et donc on perd les autres. Et finalement, on n'arrive pas à communiquer avec les autres. On le voit aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, même si on va dire un autre monde, si on peut le dire, on ne sait pas où on va. On sait que les évolutions vont être avantageuses ou pas, selon les pratiques et selon, par exemple, on sait que pour la médecine, l'intelligence va jouer en tout cas un rôle important. Après, à voir quelles seront les conditions et aussi les risques. Mais aujourd'hui, on voit l'évolution. Alors l'évolution, c'est vrai qu'elle est bien, parce que finalement, elle permet à tout le monde de taper des mots-clés, et puis on trouve un texte merveilleux. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, l'être humain n'aura peut-être plus de mémoire. Déjà, moi je le vois, dans les années 70, dans mon cerveau, je pouvais mémoriser jusqu'à 40 numéros de téléphone. 40 numéros de téléphone. Je voulais appeler un tel ou une telle. Hop, je faisais le 01 ou aujourd'hui. Mais parce que vous avez utilisé la cabine téléphonique. Voilà. Et qu'il y avait au niveau le cadran. Bon, moi, j'ai connu même avant le cadran. Voilà. Moi, je connaissais. Il fallait acheter un jeton. C'était une pièce en laiton. On mettait dans la cabine, c'était vert, et on tournait comme ça le cadran. Donc, à l'époque, moi, j'avais 40 numéros de téléphone. Aujourd'hui, j'en ai aucun, même pas celui de ma fille. Tout repose finalement sur ça. Oui, c'est ça, votre téléphone, non? Mon téléphone, c'est comme beaucoup de gens, c'est ma mémoire. La mémoire qu'elle aura. Voilà, exactement. Le jour où vous êtes sans batterie. Et bien là, au secours, voilà. Rien du tout, parce que je ne pourrais même pas appeler ma fille pour dire voilà, j'ai un problème, viens. Rien. Je serais. Donc finalement, la technologie a du bon, parce qu'elle permet justement à des gens d'avoir accès à des situations peut-être que préalablement ils n'avaient pas la possibilité, mais en même temps, ça nous occulte de faire un vrai travail, quoi. Mais j'en suis moi-même le premier affecté. Hein. Oui, on est tous utilisateurs du smartphone, ou en tout cas en majorité. Mais on regarde, par exemple, moi je me souviens à l'époque, j'étais assez jeune. Hein, mais vous êtes toujours aussi jeune. Ça, je ne suis pas sûre. En tout cas, malgré mon jeune âge, selon les dires, à l'époque, lorsqu'on avait besoin de faire une dissertation ou autre, on allait à la bibliothèque. Oui. Et la bibliothèque était ouverte uniquement le lundi au vendredi. Le samedi, elle était fermée. Le dimanche, elle était fermée. Et puis, quand on avait besoin d'une information, il fallait attendre. Oui. Tandis qu'aujourd'hui... Il fallait attendre. Et en plus, sélectionner le bon créneau pour pouvoir accéder au bon livre qu'on souhaitait. Si le livre était là, si le livre était disponible, dans ce cas-là, il fallait faire une réservation. Voilà. Et souvent, en espérant que l'autre puisse vraiment le déposer, qu'il n'ait pas du retard. Donc, ça devenait... Mais il y avait un effort. C'est-à-dire que quand on avait... C'était une recherche. Et oui, voilà. Et quand on avait... Et quand on l'avait, c'était un bonheur. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je l'ai, je vais enfin trouver cette information. Donc, on faisait l'effort de... Aujourd'hui, on tape un mot-clé. Sur Google, Relais Jeunesse, en plein milieu de l'autoroute. Voilà, on peut même être sur un toit de voiture ou sur une borne de plage, on tape mot-clé et puis on l'a. Oui. Donc ça, pour le plan. Hein. Oui. Mais on cherchait notre chemin. C'est très bien. Via les plans qu'il pouvait y avoir dans la rue. Alors, je vais vous dire en toute franchise, je n'ai jamais su lire un plan. Aucun. Oh là là. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup... pour retrouver votre chemin. Justement, alors concernant les chemins, souvent, vous savez, je peux aller d'un point A à un point B à un point C, et des fois, le point C peut être très proche du point A, mais non, je suis obligé de passer par le point B, parce que c'est à partir du point B... C'est le seul chemin que vous connaissiez. Voilà. Non, mais c'est après, redoutable. C'était une compétence aussi, hein. De savoir où vous étiez et de pouvoir vous revenir en arrière. En fait, il fallait juste traverser la route pour... mais vous ne connaissez pas ce chemin. Non, je ne le connaissais que pas. l'autre chemin. Bon, revenons à nos compétences et à nos sujets d'aujourd'hui. Alors, on va parler de vous maintenant. Ah, alors, que voulez-vous savoir? Nom, prénom, date de naissance... Non, je vous promets qu'hier, j'étais bien chez moi. Alors, le parcours du monsieur, c'est simple. Moi, je suis né pendant les événements de la guerre d'Algérie. D'accord. Donc, de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis né en 60. J'ai attrapé le virus de la poliomyélite parce qu'en fait, en France, la vaccination débutait. Et donc, on n'a pas eu le temps de traverser la Méditerranée. Mais par contre, le virus, lui, m'a bien attrapé avant. Et donc, ce qui fait que mes parents m'ont emmené en France
Et donc, j'ai grandi pendant 6 mois. Je suis allé à l'hôpital d'Hendaye. Et après, à Hendaye, je suis allé à l'hôpital de Garches. Et donc, en fait, de 2 ans jusqu'à 17 ans, jusqu'à ce que je passe le bac, j'ai grandi à l'hôpital de Garches. Donc, à cette époque, l'hôpital de Garches, il faut quand même le mentionner, c'était l'hôpital pilote qui, justement, proposait en même temps un cursus médical et un cursus scolaire. Donc, d'accord, donc c'était un double, voilà, on va dire un double cursus, mais qui vous exactement, permettait de continuer votre scolarité. Exactement, c'est-à-dire qu'on avait des heures de kiné. Alors, je sais que j'ai des séances de kiné qui ont été très pénibles. Donc, j'avais par exemple 4 heures de kiné par semaine. Puis tout le reste du temps, donc c'était avec les cours. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'après, je n'ai pas non plus envie de trop raconter parce qu'il y a des choses qui sont un peu personnelles. C'était un peu pour savoir la raison qui vous ont amené, mais on les connaît déjà, voilà. Qui vous ont amené en fait, à créer cette si vous association. Moi, il y a une chose qui... en fait, j'ai le sentiment que ma modeste vie, elle tourne toujours contre l'exclusion. Voilà, je pense que je ne supporte pas qu'on puisse exclure quelqu'un pour ce qu'il est. Quel que soit, je dirais, son aspect physique ou parce qu'il aurait une problématique. Après, il y a effectivement, même quand par exemple des fois je suis confronté à des gens qui peuvent être un peu... Comment dire, surtout avec l'actualité d'aujourd'hui, voilà, réticent ou même qui lui-même a des fondements et qui ne veut pas changer dans ses croyances, alors non pas religieuses, mais dans ses croyances intimes, personnelles. Ça, oui. Voilà, je me dis finalement, il faut discuter, il faut prendre un peu de temps. Et puis après, on s'aperçoit qu'avec l'âge, finalement, il est préférable de ne pas perdre son temps et qu'il est préférable de consacrer son temps à des gens finalement qui, eux, le demandent, qui le réclament et qui ont envie eux-mêmes de faire un travail. Voilà, donc après, effectivement, je pense que oui, l'une de mes luttes, c'est lutter contre l'exclusion. Parce que finalement, je trouve que chaque être humain sur la Terre a quelque chose à apporter à son niveau, qu'un être humain, c'est toujours enrichissant. Alors, des fois, on peut être à côté de la plaque, des fois, on peut dire des énormités, des fois sur le ton de la spontanéité, ou peut-être quand il y a une émotion qui nous envahit, des fois nos mots peuvent dépenser nos pensées, mais après on peut s'excuser, et c'est vrai que souvent l'excuse pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est très douloureux de s'excuser, parce que finalement, ça c'est un avis très personnel, une personne qui s'excuse, qui ne veut pas s'excuser, je pense c'est que je m'imagine, mais je peux me tromper, que si elle s'excuse, c'est-à-dire qu'elle va se mettre dans une situation... Non, qu'elle va se mettre dans une situation d'infériorité par rapport à l'autre. D'accord. Alors qu'en fait, l'erreur est humaine, c'est pas grave. Tu as dit une boulette, c'est pas grave. Moi, j'en dis des boulettes à longueur de journée, et c'est vrai qu'à longueur de journée, je n'arrête pas de m'excuser. Alors que si on pousse un peu la réflexion, si on va chez les protestants, on ne doit pas s'excuser. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment attentif à tous les mots que l'on dit et tous les gestes. Comme je ne suis pas protestant, super. En tout cas, je ne suis pas non plus, donc je ne pourrais pas vous en dire un peu plus sur cette religion, donc je ne la connais pas. Donc, ce qui nous amène un peu à vous poser des questions sur les objectifs. Mais vous avez répondu un petit peu en partie, en tout cas l'objectif de l'association est donc de lutter contre l'exclusion, si on peut dire, et plutôt de favoriser l'inclusion. Sur les principales tâches, en tout cas, que vous faites au sein de cette association, moi j'ai recensé le fait que vous organisez des formations au métier de l'audiovisuel, en tout cas à destination des personnes en situation de handicap, quelle que soit finalement leur pathologie. Alors, toujours de handicap, de précarité ou de recherche d'emploi. D'accord. Voilà. Donc il y a deux facteurs. Voilà. En fait, il y a les facteurs. Il y a la situation de handicap, la précarité. Mais il faut que ça soit complémentaire ou Non. D'accord, ok. Non. Sinon, non. C'est, par exemple, on a 3 directions, la situation de handicap ou la précarité ou la recherche d'emploi. D'accord. Voilà. Donc, en fait, si on rentre dans un de ces 3 créneaux, venez nous voir. Et voilà. Alors, donc, après, c'est toujours pareil. Il faut partir que... Peut-être que le mot que j'utilise, formation, est peut-être galvaudé ou il est peut-être trop riche. En fait, on fait plutôt une initiation. Donc, c'est peut-être des ateliers. Voilà, c'est des ateliers, mais en même temps, le travail, à un moment donné, doit être mis en ligne sur notre site. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail. Il y a un travail donc une initiation. Après, il y a un travail qui est fourni.
Et après ce travail, il y a aussi un résultat. Donc il y a un résultat obligatoire. Obligatoire à la fin, voilà. Mais est-ce que vous avez une liste de projets qui sont les projets, définis au cours de l'année les projets, non, les projets. Alors le grand projet, ça c'est. Donc peut-être un projet pour cette année. Déjà le projet pour cette année, on voit que ça. Parce que là, nous donnons déjà des cours de formation au sein de l'EPMS de Lourdes qui s'est arrêté. Là, on a repris avec un autre EPMS, c'est un établissement public médico-social. D'accord. Donc, il y a Donc, des PMS, personnes, voilà, le PMS, voilà. Donc, il y a le PMS de Lourdes, donc qui n'est pas très loin ici à Meaux. Tout à fait. Et puis là, on travaille avec l'autre PMS de Ozoir-la-Ferrière. On est en train de mettre en place aussi un atelier avec le PMS de Provins. Et puis, on est en train de mettre en place aussi un atelier avec le centre de Neufmoutier. D'accord. Voilà. Donc, vous aviez monté, on va dire, une scène de théâtre. Alors, ça c'était dans les années 90. Donc là, le théâtre, effectivement, c'était avec le foyer d'accueil Vive Espoir. Et là, le but, donc, il y avait 9 personnes en situation de handicap. Donc, il a fallu réécrire la pièce, travailler pendant 4 ans. Et après, on les a emmenés au Festival de théâtre en Avignon. Même pour eux, ça a été... pour ces gens qui, toujours dans leur esprit, pensaient que, et pour beaucoup de gens, que le Festival de théâtre en Avignon est réservé vraiment à des élites, à des comédiens professionnels, finalement, on leur a prouvé qu'ils avaient leur place. Qu'ils avaient tout à fait leur place. Voilà. Alors, effectivement, le regard pour les gens, il est peut-être différent de voir des personnes qui gesticulent avec des fauteuils roulants. Mais en même temps, il y a toute une mise en scène. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, quand on fait ce théâtre, qu'il faut prendre en conscience chaque handicap, c'est en sachant, voilà, cette personne peut faire ça, celle-ci ne peut pas faire ceci, attention, il y a un déplacement, donc comment mettre le déplacement sans qu'il faut en même temps qu'il faut une forme de fluidité, il ne faut pas que les gens se marrent dessus. Exactement, donc tout ça, c'est du travail, et finalement, les gens, ces jeunes, quand on est parti en Avignon, finalement, ils avaient le sentiment d'être des vrais comédiens, d'être des vrais artistes. Alors, ça n'a duré qu'un temps dans leur vie, ça a duré une semaine. En tout cas, le souvenir reste. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire aux autres, j'ai réalisé, j'y étais. Ils peuvent dire, par exemple, à une personne, s'ils rencontrent une personne valide dans leur entourage ou même au sein de leur famille, ils leur disent, et toi, est-ce que tu as joué une pièce au théâtre? Non, mais moi je l'ai fait. Donc, c'est une bataille. Alors, effectivement, c'est toujours par des petites batailles que l'on gagne. Voilà, la guerre, elle est compliquée, mais moi, c'est vraiment par petits bouts et permettre justement à ces personnes de prendre conscience finalement qu'elles ont des capacités et que si on leur permet et si on les met dans des bonnes conditions, ils peuvent réussir. Je comprends parfaitement. Alors, maintenant, on va parler de vos équipes. Alors, l'équipe. Je pense que vous n'êtes pas toute seule. Non, heureusement, non. Non, pas encore. Mais non. Alors, l'équipe, alors d'abord, c'est une équipe. Il y a des gens, d'abord, que je dois remercier. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais je vais juste dire Alex, qui, ça a été un compagnon avec qui j'ai joué au basket pendant très longtemps. Et puis, après, on a arrêté le basket pour des raisons X. Et c'est quelqu'un qui a toujours finalement cru au projet, même s'il n'y a jamais participé réellement. Ça a été un bon soutien. Ça a été plus qu'un soutien, parce que je pense que sans son soutien, et quand je parle de soutien, c'est surtout un soutien financier. D'accord. S'il n'y avait pas eu son soutien, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas où j'en suis. C'est-à-dire que je pense que ça serait arrêté bien avant. Après, l'équipe, vous savez, c'est toujours pareil. On travaille avec des gens avec qui on a envie de travailler. On travaille avec des gens, c'est vrai que moi, je ne recherche pas forcément des compétences où les personnes ont des CV à rallonge, qu'on appelle. Non. Moi, ce qui me passionne, c'est qu'une personne, qu'elle vienne avec son envie et sa richesse, et qu'elle a envie de donner, finalement une partie d'elle à des moments de sa journée, pas tout le temps, parce que c'est fatigant. Quand on donne, c'est aussi fatigant. Et que cette personne puisse apporter finalement ce qu'elle est et qu'elle puisse permettre de faire un pont pendant un certain temps, certaines minutes avec d'autres personnes pour leur apporter quelque chose. C'est un partage. C'est le fait de partager tout simplement, savoir. Alors effectivement, l'équipe, nous sommes à peu près une vingtaine qui travaillent dans différents secteurs. Il n'empêche que la personne qui forme quand même les personnes, je suis quand même le principal acteur parce que
comme je connais le milieu du handicap et que j'ai grandi avec, je sais exactement à quel moment on peut, à quel moment on ne peut pas. Tandis que quand j'envoie, par exemple, ou quand je demande à des jeunes valides de prendre un atelier, des fois, ils se font gruger. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap vont dire « Oh, moi, je suis fatigué. » Et alors, lui... Bon, alors repose-toi, tu veux un café, tu veux un thé, tu veux quoi, je te cire les chaussures, tu veux... Voilà, tandis que... Mais vous leur dites plutôt, lui, il peut. Voilà. Il peut. Non, puis pour c'est pas ça, c'est que... il a peut-être peur, mais aujourd'hui, il peut... Alors, souvent, il m'accompagne. Il se sous-estime, donc... non, c'est pas ça. C'est que tout simplement, c'est que la personne en situation de handicap joue justement sur son handicap vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire qu'elle joue... C'est-à-dire qu'elle va dire à un moment donné, parce que ça demande comme de la concentration quand on fait un travail quel qu'il soit. Quand on fait un montage vidéo, quand on travaille avec Adobe Premiere, il faut point d'entrée, point de sortie, je prends, je mets, j'écoute, etc. Et des fois, c'est vrai que des fois, les montages, alors autant faire une interview, ça peut être très excitant parce qu'on rencontre une personne, il y a toujours une forme de séduction. Mais une fois que c'est fait après, une fois qu'on a les rushs, il faut bien faire quelque chose. On s'est peut-être pris les pieds dans le tapis, peut-être que l'invité a dit quelque chose mais qu'elle ne voulait pas dire ça, donc il faut reformuler la question. Donc dans le montage, il faut couper. Et souvent cet aspect-là, pour les personnes en situation de handicap, voilà, donc dire « je suis fatigué », comme ça, ils se disent comme ça, je vais pouvoir arrêter, me reposer et me la couler douce. Donc finalement, quand je suis là, on dit écoute, c'est pas fait, tu dois le faire, tu as signé, maintenant tu dois souffrir. Est-ce qu'il a signé pour souffrir? Oui, je pense, parce que finalement, après, à la fin, quand il est content du résultat, quand il voit le résultat, il est content. Mais il se dit, j'ai pas cravaché pour rien. Voilà. Exactement. Alors après, effectivement, donc ça, c'est donc l'équipe. Après, donc on a... Alors, toujours pareil, nous recherchons... Alors ça aussi, c'est notre grosse lacune, notre énorme lacune, c'est que nous recherchons une personne qui serait capable de monter des dossiers de subvention. Parce qu'en fait, on s'aperçoit dans l'équipe, on a tous des compétences, chacun dans son niveau, mais qu'il n'y en a aucun qui aime l'administratif. Alors, cher auditeur, si vous êtes à la recherche d'un poste en tant que bénévole, ou pas, je ne sais pas, à confirmer. Alors, en tant que bénévole et qui pourrait avoir un défraiement, parce que je pars du principe que tout travail mérite salaire. Alors effectivement, on ne va pas lui faire une fiche de paie, mais on peut le défrayer. Mais c'est vrai que s'il y a une personne... En plus, c'est un travail qu'elle peut faire chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de venir dans notre studio. Elle peut faire ça chez elle. Le tout, c'est de remplir les dossiers de subvention. Ma fille, elle est la présidente. Ça la gonfle. La secrétaire, ça la gonfle aussi. Finalement, cet aspect-là ennuie tout le monde. Alors, on sait que dans la vie, il y a des gens qui adorent ça. Surtout que les dossiers de subvention, en ayant déjà fait, ce ne sont pas les plus simples. Ce pas les plus simples. Voilà, donc ça, c'est dit. Après, pour l'équipe, il y a beaucoup de jeunes, finalement, parce que ce sont quand même un milieu qui s'adresse finalement aux jeunes, mais on va aussi mettre en place. Alors, maintenant, il faut que je parle dans le projet, un deuxième projet, qui est celui-ci, finalement, nous on forme. Mais après, on forme aussi des personnes en situation de handicap pour animer leur propre émission. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le montage, etc., mais on leur apprend, par exemple, comment une personne, par exemple, elle est amoureuse de la pêche actuellement. On lui dit, on va essayer de mettre en place une émission dans laquelle où tu vas parler de ta passion, la pêche. Donc déjà, à mon avis, tu devrais plutôt bien t'en sortir, puisque tu maîtrises la pêche. Et après, donc, c'est à toi de trouver des thématiques. C'est-à-dire que tes chroniques, elles peuvent faire 2 minutes, 3 minutes. On ne te demande pas de faire 3h30. Tu peux faire une chronique de 2-3 minutes, mais il faut que cette chronique, tu puisses la réitérer une fois tous les mois. Donc, à toi, par exemple, de trouver à toi de trouver la thématique. Et puis après, nous, on t'aide avec les caméras. On vient filmer, on filme tes mains, en train de mettre un astic au bout du machin, au bout de l'hameçon, Voilà. Donc, on essaye aussi de les former pour que ces personnes, finalement, puissent elles-mêmes avoir leur propre émission. Voilà. Si vous voulez, en fait, le projet que l'on souhaite, et j'espère que je serai encore de ce monde dans 10 ans, c'est d'avoir la première, finalement, web télé avec 95% de personnes
uniquement en situation de handicap, quel qu'il soit, mental ou physique. D'accord. Ça, c'est le gros projet. Effectivement, c'est un gros projet. Alors, est-ce qu'un jour on va y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est un projet. C'est un projet. Un projet sur 10 ans. Voilà, ça c'est le projet. C'est-à-dire que dans 10 ans, je souhaiterais que cette web télé existe réellement. Non, mais pas comme elle existe aujourd'hui. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Alors, aujourd'hui, quelle est sa place aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sa place, justement, c'est de former des personnes donc, en situation de handicap. On a déjà, par exemple, Stelio, qui est un autiste Asperger, avec qui nous avons travaillé pendant 4 ans et qui fait maintenant des émissions en direct sur Internet. Donc, tous les mois, il reçoit un invité. Il travaille sur le papier. Enfin, il travaille comme vous le faites, donc sur papier. Il fait son chapeau de présentation, ses questions et sa conclusion. Et après, le jeudi, le 3e jeudi de chaque mois, il vient. Et à 13h, on ouvre le flux. Et à 13h, il fait son direct sur Internet. Voilà. Après, donc là, nous sommes en train de mettre en place aussi, parce que moi, ça me tient à cœur aussi de savoir qu'il y a beaucoup de... Alors là, on travaille avec une maison de retraite, puisque notre studio est à Morcerf. Mm-hmm. Donc nous avons un studio qui est un peu 2 fois comme celui-ci. Malheureusement, il est à l'étage. Voilà. Donc pour les personnes avec fauteuil, etc., c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on a tout le matériel, on le déplace et en bas, la mairie nous prête une salle pour faire des enregistrements. Et donc nous travaillons donc avec la ville de Morcerf et avec justement la maison de retraite, nous allons mettre en place des interviews qui vont être animées donc par le conseil municipal des jeunes, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ont entre 12 ans et 13 ou 14 ans. On va les former justement à animer une émission et ces jeunes vont justement interviewer les personnes qui sont à la retraite et qui vont donc nous raconter leur vie. Alors leur vie, c'est pas tout raconter la vie parce que c'est un peu compliqué, mais ça va être plutôt par des séquences de souvenirs. Voilà. Donc quels souvenirs gardez-vous? Donc la personne va dire, moi je me souviens, en 1947, j'avais 6 ans, j'ai vu telle chose, etc. Et les jeunes donc vont relancer, est-ce que vous aimeriez nous parler d'un autre souvenir? En fait, c'est pour garder finalement en mémoire, parce qu'une fois que ces gens auront disparu, il n'y aura plus aucune trace, il n'y aura plus rien, et on sait souvent comment ça se passe, c'est que quand il n'y a plus de traces, il y a des gens après malveillants qui s'arrangent, qui inventent, qui trafiquent, qui changent, et finalement après on ne sait plus où est la vérité. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la mémoire. Voilà, la mémoire, surtout que, moi j'ai vécu un événement, puisque je suis né pendant la guerre d'Algérie, j'avais 2 ans, donc... je ne peux pas dire que j'ai vu grand-chose, et pourtant je pense que mon cerveau a vu des choses, mais qu'il a occulté parce que j'ai dû certainement voir des scènes qui étaient traumatisantes. Mais je me dis que toutes ces personnes, alors il n'y a pas que les hommes, parce que toujours pareil, on parle toujours des hommes, on oublie toujours les femmes. Et là, ces émissions vont être aussi ouvertes aux femmes, parce que ces femmes qui ont vécu l'occupation, moi je suis curieux de savoir comment elles l'ont vécu. Alors, effectivement, on parle toujours des hommes parce que les hommes, ils vont au front. Mais les femmes, pratiquement dans tout ce qui est souvenir, on occulte les femmes. C'est-à-dire que finalement, la femme, on a toujours l'impression que c'est une pièce ajoutée, et que quand on parle de l'homme, elle disparaît. Alors là, il ne s'agit pas justement, il s'agit de faire parler femmes et hommes si elles veulent. Parce que moi, je ne peux pas imposer... je ne peux pas dire à quelqu'un, maintenant, tu vas être obligé de parler. Mais je pense que c'est important parce que on a aussi l'aspect de l'homme. Alors, on peut dire que l'homme est peut-être plus fier, plus arrogant, peut-être plus conquérant, parce que ça fait partie, je pense, Enfin, après, ce que je veux dire, ça peut peut-être vous paraître un peu choquant, mais j'ai le sentiment que l'homme, c'est un prédateur et que la femme, c'est une proie. Voilà, grosso modo. Donc, j'ai toujours le sentiment que l'homme, quand il va quelque part, c'est toujours pour avoir un territoire, etc. Et que finalement, la femme, elle a d'autres qualités. C'est plus subtil, c'est plus fin, c'est plus raffiné. Et puis, je pense que c'est aussi plus intelligent. Voilà. Donc, je pense que du côté de la femme, il y a une forme d'intelligence qu'on finit par négliger. Même, et si on regarde l'histoire de France, beaucoup de femmes
ont fabriqué l'histoire de France. Si on prend, comment ça s'appelle, Berthe au Grand-Pied avec Charlemagne, etc., etc., toutes les femmes ont plus ou moins fait la politique sous l'oreiller, mais elles ont fait la politique. Et elles ont une importance. Et c'est pour ça que dans ce projet que l'on va mettre en place, les femmes ont aussi leur importance. Voilà. D'accord, donc en tout cas, c'est de beaux projets. Mais il y en a d'autres encore des projets. Mais pour l'instant, on va déjà essayer de... En tout cas, c'est pour cette année, si on peut dire. On va déjà essayer de mettre celui-là à mener au bout, et puis après, nous verrons pour le reste. Hein. D'accord. Et comment... c'est-à-dire que la web radio que vous avez, oui. En tout cas en termes d'émissions, elle tourne à peu près sous combien de jours aujourd'hui? Alors donc notre web télé, elle tourne. Web télé, voilà, c'est une web télé. Donc en fait, cette web télé, elle fonctionne en fonction de la présence des uns et des autres. D'accord. Donc c'est finalement. C'est disponibilité de chacun. Voilà, exactement. C'est pas comme je pense comme ici votre station où c'est plutôt en permanence, parce que vous avez d'abord vous avez peut-être davantage de personnes qui peuvent participer activement. Voilà. Le fait de se consacrer et d'ouvrir à des personnes en situation de handicap, de précarité ou de recherche d'emploi, c'est déjà plus complexe. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de personnes, pour les former, etc., et puis pour leur donner le goût, surtout... à long terme aussi. À long terme, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Pas compliqué. Compliqué, ça serait par exemple de construire un immeuble. Je dirais plus complexe. Donc, en fait, ça fonctionne. Par exemple, là, nous avons fait la commémoration du 11 novembre à Mortsave. Donc, on a filmé. Le projet aussi, c'est que l'année prochaine, avec ce conseil municipal des jeunes, à qui on va former. Après, ils vont faire un petit journal. Une fois par mois, ils vont faire un journal. On va leur donner des caméras. On va leur dire, voilà, maintenant, tu vas aller voir le maire. Tu vas lui demander de faire l'édito. Puis après, vous allez voir, je ne sais pas moi, il y a une rue qui est en travaux. Vous allez faire un... Voilà. Donc, en fait... On essaye d'impliquer finalement les Mortsartois et les Mortsartoises à participer activement dans ce projet. Parce qu'en fait, finalement, un projet, s'il n'y a pas d'être humain, on peut avoir le plus beau projet de la Terre, mais s'il n'y a personne pour l'animer et pour le faire vivre, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, le but, c'est de trouver des personnes. Alors, il y a aussi une personne que j'ai rencontrée lors du forum des associations, justement à Meaux, qui a écrit un livre. Donc on devait mettre en place avec lui une émission littéraire, donc il faut effectivement le relancer, etc. etc. Et en même temps, c'est vrai, il faut donner aussi goût aux gens en leur disant que finalement, ça ne tient qu'à eux. Et c'est là où je m'aperçois que c'est complexe, parce que les gens veulent bien le faire une fois, parce que ça les amuse. Deux fois. Mais sur la durée, les gens, finalement, on s'aperçoit que n'en ont pas envie, quoi. Parce que peut-être que c'est dans l'air du temps. Je me demande si c'est pas le manque de temps. Oui, ou peut-être le manque d'intérêt, ou peut-être, on le voit souvent. Hein. Moi, des fois, je vois, j'ai des comportements de monde. On me dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis après, quand on a le jouet... On ne voulait plus. Voilà, on dit, bon, c'est bon, hop, suivant. Voilà, donc il y a peut-être aussi... Et c'est la lassitude je pense que finalement. Voilà, puis je pense que c'est dans l'air du temps où on prend, on consomme et on prend, on consomme. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation aujourd'hui, on le voit dans la pratique. Oui. Les gens ont tendance à acheter un truc pour le moment T et puis le lendemain, ils n'en auront plus besoin. Exactement. Alors, vous prenez les transports en commun ? De temps en temps. De temps en temps. Donc, vous regarderez la prochaine fois, et si vous allez me dire combien dans la rame dans laquelle vous êtes, combien il y a de gens qui ont ouvert un livre ou un journal. Ça, c'est déjà rare. Il n'y en a plus. Le livre, un peu plus que le journal. Moi, je suis dans la presse écrite. Mais c'est vrai que le journal a perdu de sa valeur, et aussi déjà par sa grandeur. Alors, puisque vous parlez de presse écrite, sachez aussi que j'ai écrit pendant 10 ans pour la revue Jazzote, donc qui est la première revue internationale du jazz, qui a été fondée en 1935 par Charles Delaunay. Donc j'ai été un pigiste, et en même temps je tenais donc ce qu'on appelle, je faisais le lien entre les lecteurs et puis le journal, et donc j'ai écrit également pendant 10 ans sur une rubrique. Oui, non, en fait, c'est-à-dire que soit je faisais des interviews, ou soit je faisais ce qu'on appelle des chroniques de disques, c'est-à-dire que j'avais des disques et puis je libérais entre guillemets ma plume. Alors c'est pas une grande plume, rassurez-vous, parce que dans ce journal a écrit quand même Boris Vian.
Et jamais je ne pourrais dire que mon écriture est comparable à celle de Boris Vian. Voilà. Donc moi, je reste à ma place. On peut dire que vous aviez votre place. Voilà, non, voilà. C'est-à-dire que je peux, moi, dire aujourd'hui que j'ai écrit dans cette magnifique revue. Voilà. Donc, et quand je dis que mon nom est vraiment en tout petit à côté de celui de Boris Vian, je me dis quand même, j'ai une chance. C'est ça. Après, je reste à ma place. Je n'ai pas cette écriture qu'il avait, ni cette intelligence, cette réflexion d'esprit qu'il a. Voilà. Après, quand on parle de CD, aujourd'hui, quelle est la place du CD exact. On peut en parler. Parce que maintenant, on télécharge sur YouTube. On va regarder sur YouTube, on est sur iCloud ou... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, enfin, il y a Spotify. iTunes, voilà, c'est ça. Enfin, bon, après, c'est chacun trouve son bonheur là où il peut. C'est l'essentiel. Alors, on va continuer. Donc, on a vu l'émission. On a vu un peu la structure. On a vu, on va dire, les ateliers que vous proposez autour des métiers et aussi aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de précarité, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez parlé du sport. Que vous aviez commencé à une époque. Alors, dans les années 2000, on a commencé à diffuser en direct sur Internet, parce que c'était l'ouverture un peu d'Internet. Donc, dans les années 2000, j'ai lancé la diffusion de matchs handisport de la ville de Meuse en direct sur Internet. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à m'intéresser au fonctionnement d'Internet. Moi, je ne connaissais rien du tout dans le monde dans le monde audiovisuel. D'accord. Mais vous connaissiez un peu plus au sport, en tout cas. Vous oui, bien les règles. Voilà, les règles, je connaissais, parce que moi, je l'ai pratiqué pendant à peu près 40 ans, donc je connaissais les règles. Et puis après, le tout, c'était diffusé. Puis en même temps, moi, je prenais un malin plaisir à commenter. Alors, c'est vrai que des fois, j'étais peut-être un peu outrancier. Peut-être que des fois, ma parole a dépensé peut-être ma pensée dans la spontanéité. Et bon, des fois, cela m'a valu aussi des fois des réprimandes où on m'a dit oui, mais là, de la façon dont tu me parles, moi, j'aime pas trop. Je dis, mais enfin, je suis désolé, si tu es mauvais ce jour-là, tu es mauvais. Je vais pas te dire que tu es excellent si tu es mauvais. Mais si demain tu es bon, demain, je te dirai, oh, aujourd'hui, il est excellent. Mais aujourd'hui, tu as fait 20 shoots, tu n'as mis aucun panier. Je ne peux pas dire super joueur, grand joueur. Je ne peux pas. Donc, il y a effectivement, quel que soit finalement le sport, quelle que soit la situation de handicap ou pas, l'être humain n'aime pas être confronté à la réalité. Voilà. L'être humain aime bien finalement qu'on le flatte en permanence. Là, même quand on est mauvais dans le sport, surtout certains basketteurs que je trouve, et même aujourd'hui, je trouve toujours aussi mauvais, qui n'ont toujours pas progressé, pensent qu'ils sont bons. Après, c'est un avis personnel. Eux, ils pensent qu'ils sont bons. Moi, je pense qu'ils sont mauvais. Donc, effectivement, il y aura toujours la friture entre nous. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils jouent et moi, je fais les commentaires. Alors, depuis, on a arrêté parce que... Et c'est ça. C'est pour ça que je dis que finalement, ça a du bon parce qu'au début, nous étions les seuls. On nous a crié dessus comme du poisson pourri en disant « Oui, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. C'est de la merde ton truc. Ça fonctionne pas. On peut pas suivre un match. Puis tu es tout le temps en train de gueuler, etc. » Je dis d'abord, on va remettre les pendules à l'heure. Donc moi, je lui ai dit « Je ne suis pas Canal+, je ne suis pas TF1. Je suis autodidacte. C'est tout nouveau. Donc il faut me laisser le temps. » Et aujourd'hui, finalement, on a été les précurseurs. Et aujourd'hui, pratiquement tous les clubs diffusent sur Internet. Donc ça veut dire que finalement, l'idée que nous avions au début, elle est bonne, puisqu'aujourd'hui, tous les clubs de la première division diffusent tous en direct. Donc nous, maintenant, une fois que tout le monde a diffusé en direct, on s'est dit, à quoi ça sert? Nous, on ne sert plus à rien, puisque chaque club maintenant diffuse. Donc ils n'ont plus besoin de nous. Donc il fallait impérativement changer d'optique. Et c'est à ce moment-là où j'ai opté pour faire la formation pour les personnes en situation de handicap, de précarité ou de recherche d'emploi. En fait, c'est parce que, comme les diffusions en direct... Quand vous étiez arrivé au bout... Au bout, donc il fallait faire autre chose et puis faire quelque chose. Et puis, toujours pareil, on demande au club. Alors, le club, il nous demandait, mais pourquoi vous voulez qu'on vous paye? Puisque maintenant, on le fait nous-mêmes. Donc, il y avait aussi un aspect financier. Donc, on a changé d'optique. Et puis, finalement, ça prend petit à petit. Là, on a travaillé avec le PMS de Lourdes. Il y a aussi un autre projet avec le centre... hospitalier de Neufmoutier où ils vont fêter leur centenaire parce que ça fait un siècle que cet établissement a été créé. Donc avec les jeunes, on va mettre en place pour justement faire des interviews, etc. Donc il y a des petits projets qui avancent comme ça et finalement en avançant petit à petit, finalement d'abord sans parler du grand projet pharaonique
déjà, il y a le fait qu'on permet à ces personnes déjà de pouvoir vivre quelque chose humainement. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut pas oublier. C'est que, alors effectivement, moi, je n'ai pas la prétention de devenir ni Canal+, ni TF1, mais si dans mon parcours de vie, que je rencontre des gens et que je peux permettre à ces gens finalement de prendre conscience des choses, des capacités qu'ils possèdent et qu'ils peuvent les mettre en place, c'est gagné. C'est l'essentiel finalement. Voilà. Et on s'aperçoit de toute façon que quelle que soit la personne, l'être humain est toujours aussi... je pense que tout le monde a un ego, tout le monde a de l'ambition, tout le monde a de la fierté. Après, effectivement, il y a des choses que l'être humain a du mal à mettre en avant. Par exemple, un homme parler de ses émotions, montrer une forme de sensibilité. Voilà. Sauf quand on fait du théâtre. Donc c'est comme si on laissait apercevoir une face de soi-même. Quand exactement. On se donne, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est introspectif. C'est-à-dire qu'on permet finalement à la personne de se regarder à l'intérieur et puis de se dire, mais finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Alors effectivement, si on me demande de construire un immeuble, je ne vais pas être capable. Mais par exemple, si on me demande de faire ça, là, par contre, je sais le faire. Je réfléchir. Voilà. Donc c'est tout. En fait, c'est de permettre aux gens de prendre conscience qu'ils ont des capacités, quelles que soient leurs problématiques. Et ça, je dis bien, quelles que soient leurs problématiques. Alors, quelles sont, selon vous, les qualités, ou en tout cas si on peut dire les bienfaits, en tout cas, de la création de ces structures? Alors, les bienfaits, d'abord, on travaille sur l'être humain. Donc, la personne peut arriver avec sa problématique ou ses problématiques. On a tous des problématiques, certainement dues à l'enfance, avec les traumatismes que nous avons vécus enfants. On grandit peut-être dans une famille, il y a peut-être 10 frères, 5 sœurs, et puis on n'arrive pas à trouver sa place, etc. Donc, nous, on leur dit, venez. Nous, on vous propose de faire un travail, c'est-à-dire que finalement, c'est de devenir un peu vous-même. Non pas quelqu'un d'autre, mais d'être vous-même. On ne vous demande pas de singer ni de copier quelqu'un d'autre, on vous demande d'être sois toi-même. Donc dans ces cas-là, nous, on va mettre en place donc des moyens, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la diction, sur la respiration, sur la présentation, parce qu'il y a plein de gens, finalement, quand ils arrivent, alors autant on peut s'habiller comme un sac à patates quand on va faire ses courses ou quand on va faire une forêt, mais à partir du moment où on fait de la web télé, où il y a une caméra, on se doit, par respect pour la personne qui va nous regarder, d'avoir une tenue correcte, d'être coiffé, etc. On ne demande pas d'être rasé parce qu'aujourd'hui, c'est une mode. C'est une mode, voilà. Mais en tout cas, on demande justement à ces personnes d'avoir déjà un rapport différent avec eux. Voilà. Donc, on travaille sur ça. Donc, on travaille sur la diction, la respiration, et puis après, on leur apprend à écrire, à rédiger un chapeau. Donc, alors, par exemple, tu es un musicien, tu vas sur Internet, tu prends quelques mails, et puis après, tu essaies de faire des phrases, tu essaies de construire des phrases. Puis après, tu vas commencer à poser des questions. Quelles questions? Finalement, qu'est-ce que tu aimerais savoir de cette personne? Cette personne, tu l'invites. Qu'est-ce que tu aimerais savoir d'elle? Finalement, pourquoi tu l'invites? Pourquoi tu l'invites lui, et pourquoi tu n'invites pas l'autre? Pourquoi? Donc, tu as envie d'inviter un tel. Oui, mais il faut donner les raisons. Mais il faut donner les raisons. Voilà. Donc, finalement, c'est une forme de curiosité. Je pense que ce qu'il faut d'abord... Cibler, quoi. Voilà. D'abord, je pense qu'il faut être curieux. Après, il faut avoir de l'empathie. Et puis après, je pense qu'il faut avoir envie de discuter avec les autres. Et puis, quel que soit... Parce que même des fois, on passe sur une interview, par exemple... Moi, je sais que quand j'ai fait des interviews avec des musiciens, j'avais vraiment un fil conducteur où j'avais tout, par exemple, sur les années 62, 74. Il avait joué avec un tel. Puis finalement, à un moment donné, au cours d'une phrase, il dit un mot. Et finalement, ce mot-là va enclencher sur quelque chose de complètement différent. Mais finalement, l'interview va être beaucoup plus enrichissante. En fait, il faut être... Ça fera un peu de corps. Voilà. En fait, il faut être à l'écoute de l'autre. Voilà. Et nous, c'est-à-dire qu'on dit à ces gens, finalement, après, c'est bien parce que ça vous met aussi en valeur. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la personne prenne conscience que si elle fait une émission, si elle a son émission, c'est qu'elle se met elle-même en valeur. C'est-à-dire qu'elle montre d'abord elle-même ce dont elle est capable. Après, elle va montrer à sa famille. Vous voyez, regardez la famille, vous m'avez toujours pris pour un schtroumpf, etc. Voilà ce que je fais. Et puis après, il y a l'invité. Et puis après, il y a le regard des autres. Donc en fait, il y a toujours une forme d'échange. Et la première bataille, d'abord, gagnée, c'est la personne vis-à-vis d'elle-même.
Et après, c'est le fait de dire, de montrer aux autres, vous voyez, j'ai peut-être un pet de travers, j'ai peut-être une problématique, mais malgré ça, j'arrive à le faire. Mais c'est ça. Et c'est ça, en fait, le but. C'est ça. Hein. Et le but, c'est que chacun puisse le faire à sa façon. Pas à la façon d'un autre, parce qu'il n'y a pas de méthode. Oui, il n'y a pas de méthode, et puis chacun puis ses la méthode compétences. qui ira aux autres n'iront pas à certains. Exactement. Donc, le but, c'est de dire ça. Puis après, chacun doit animer son émission à sa façon. Parce qu'on est tous uniques et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire du Courbet ou de faire du Co, etc. Parce que finalement, même ça si ne on fait pas est... Courbet. Hein. Oui, voilà. et puis il n'a pas son histoire. Donc, raconte-nous plutôt ton histoire. Voilà, c'est ça. Sois toi-même, finalement. Voilà. Donc, nous, notre but, c'est de permettre aux gens d'être soi-même. Moi, je dis toujours, sois toi-même, car les autres sont déjà pris. Voilà, exactement. C'est une très belle phrase. Non, mais en même temps, c'est plus facile d'être soi-même, même si cela semble complètement, je dirais des fois, bizarroïde quand on dit ça, mais c'est quand même plus facile d'être soi-même que d'être quelqu'un d'autre. Finalement, il suffit de se regarder dans la glace et puis de se dire, finalement, qui suis-je ? Vas-y, montre-nous ce que tu es. Et nous on est d'accord. Et on va aider justement la personne à être ce qu'elle est et non pas ce qu'elle pourrait devenir. Nous, en fait, on met juste la meilleure version de soi-même. Voilà, exactement. Mais pour ça, il faut aussi, c'est comme quand on suit une analyse, il faut aussi que les personnes aient réellement envie de faire un travail sur eux. Oui, il y a ça aussi. Voilà, parce que sinon, on n'a pas envie de faire un travail, c'est comme on dit un fumeur arrête de fumer, mais si le fumeur, il n'a pas envie d'arrêter de fumer... S'il a envie de continuer demain, il va refumer demain. Voilà, c'est tout. Donc, on ne peut pas lutter. Mais si, par exemple, la personne est vraiment motivée en disant « je veux arrêter, je veux le faire ». Mais comment je peux le faire ? Là, on peut l'aider. Là, on peut l'aider. Voilà. Donc, en fait, nous on va apporter des solutions à sa problématique, mais il faut que la demande vienne de lui. Puis après, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que même là, c'est vrai qu'on parle un peu sérieusement, mais tout ça, finalement, c'est de la rigolade. Parce que finalement, on fait quelque chose sérieusement, mais en s'amusant. Parce que finalement, quand on rencontre quelqu'un, moi, je trouve ça sympa. C'est exactement comme si nous étions, vous et moi, dans un bar avec un verre, et puis on discute, et puis voilà. Bon, effectivement, là, je vous ai laissé peu de place à la discussion et je m'en excuse. Non, parce que théoriquement, non, mais dans les échanges, il y a toujours un équilibre. Bon, là, c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier. Mais moi, c'est toujours comme ça que je perçois les choses. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était un rendez-vous galant, quelle que soit la personne. C'est-à-dire qu'il y a une forme de séduction, on va parler, on va être curieux de l'autre. Ah oui, t'as fait ça, super. Ah bon, mais pourquoi t'as pas fait ? Voilà. Et finalement, il faut permettre à l'autre de prendre sa place. De prendre sa place et puis finalement de parler en toute franchise. Et puis après, on a passé un bon moment et puis c'est tout. Puis nos chemins se séparent. Puis s'ils doivent se recroiser, allons-y, on reprend un deuxième verre, etc. et c'est ça, en fait. Le but, c'est de permettre aux gens, finalement, de se trouver. Et surtout, il faut bien que les gens comprennent que, quelle que soit leur problématique, il y a une solution. On voit, par exemple, il y a le PMS de l'Ourcq. Quand nous avons travaillé avec ces jeunes, il y avait des gens qui étaient dans l'incapacité d'écrire ou de lire. Donc, on a trouvé des moyens. Le moyen, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un lui souffle la phrase, il laisse 2 secondes pour faire la coupe, et il redit la phrase, et le problème est réglé. Voilà. Donc, en fait, les solutions, il y en a. Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut que les gens aient envie de le faire, et puis même si les gens ont envie de venir uniquement pour une expérience, qui viennent vivre cette expérience. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc nous, notre but, c'est quand même... Donc on a besoin d'animateurs, on a besoin de gens qui ont envie d'animer leur propre mission. Voilà, ça c'est important. Parce que si on veut dans 10 ans avoir cette grande structure d'Internet, il nous faut des animateurs. Et pas un animateur, il nous faut des animateurs. Et même s'il y en a 2 qui parlent de la pêche, c'est très bien que les 2 ne vont pas parler de la même façon de la pêche. Leur vision sera différente. Leur vision sera complètement différente. Il y en a un qui va dire « Ah non, moi je préfère ça », puis l'autre dire « Ah non, tu dis n'importe quoi, moi je préfère des cours. » Et c'est ça le but finalement, c'est que chacun puisse s'exprimer. Alors venez. Voilà. Alors on arrive sur la fin de l'émission. Super. Donc déjà... on va... c'est passé tellement vite. On va peut-être vous laisser un mot pour on va dire le mot de la fin. Le mot de la fin. Et puis après, je vais faire une petite conclusion. D'accord. Écoutez, d'abord, moi je tenais déjà à vous remercier de m'avoir invité. Et puis après, je pense que dans tout ce que nous avons dit, ce qu'il faut retenir, c'est venez découvrir, venez vivre cette expérience. Et c'est en venant
vivre cette expérience, quel que soit le temps, hein, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois. Si en venant vivre cette expérience, ça vous donne envie de poursuivre, alors nous serons là pour justement continuer et pour vous permettre finalement, en bout de course, d'être totalement indépendant et finalement être animateur à part entière, quelle que soit votre problématique. Peut-être pour nos auditeurs, rappeler où pourrions-nous trouver ces informations. Alors, c'est simple, vous allez sur notre site, donc les fameux 3W, je me souviens quand on disait ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, voilà, je ne sais même plus si on dit ça maintenant. Comme quoi, je fais vraiment partie de l'école. Bon, alors, on tape les fameux 3W.regard et parole le tout singulier.tv. Voilà, on n'a pas fait FR, on a fait .fr, .tv. Donc c'est ouais. .tv. C'est .tv, voilà. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez un contact, ou sinon après, vous avez également le numéro de téléphone. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Oui. Alors attention, vous avez de quoi noter. Pim pam poum, 06 42 10 00 98, 06 42 10 00 98. Alors, nous étions avec Richard Hanouf de l'association Regard et Parole, que nous remercions bien entendu. N'oubliez pas de nous retrouver les 3e jeudis de chaque mois sur notre page égalité, sur notre page GFM La Radio, dans notre émission Hommes et Femmes à part entière. Et on se retrouve donc le mois prochain. On remercie également l'ensemble de nos équipes, Aïssatou, mais également Enzo qui est avec nous et pour qui nous souhaitons la bienvenue parce que c'était sa première émission. Sa première émission, enfin cela ne l'a pas empêché de pianoter sur son portable. je vais les regarder, le Enzo. Donc on le remercie vivement. On remercie surtout Richard Hanouf, en tout cas. Merci à vous surtout de m'avoir accueilli, parce que qu'est-ce qu'il est bavard. Non, on apprécie les gens qui parlent. En tout cas, merci à vous de nous avoir raconté tous vos beaux projets, Merci également à l'association Regard et Parole pour l'ensemble des ateliers ou encore des formations. On peut dire de ses œuvres. On peut le dire, allez, de ces œuvres qu'ils ont pu réaliser durant ces nombreuses années et plus particulièrement depuis 1994. Exactement. J'ai pris de belles notes. Vous notez bien, c'est parfait. On espère vous retrouver bientôt, parce qu'en tout cas, on aimerait pouvoir visiter et voir comment... c'est avec un vrai plaisir. Et puis alors, ça serait peut-être l'occasion maintenant... si on peut dire. Alors maintenant, ça serait peut-être l'occasion, la prochaine fois, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que nous allons vous inviter et on va vous mettre, nous, sur le grill. D'accord. En tout cas, on accepte le pari. Voilà, donc Paris. Donc on se donne un autre rendez-vous, c'est ça ? Exactement. C'est pas rendez-vous galant, mais on se donne un autre rendez-vous. Non, plus sérieusement. Merci à tous d'avoir écouté notre émission Hommes et Femmes à part entière. On se dit à très vite. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.